Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui on va évoquer une opération commando plutôt méconnue et qui était pourtant sacrément osée. Nous sommes en 1942 et à cette période toute l'Europe est occupée par les Allemands. Toute, non. Une petite île peuplée d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur et cette île c'est la Grande-Bretagne. Alors bien sûr en 42 ils ne sont pas tout seuls, il y a déjà des mouvements de résistance en France et ailleurs en Europe et puis depuis quelques mois les Américains sont officiellement entrés en guerre. Néanmoins, sur place, en Europe de l'Ouest, les Britanniques sont la dernière puissance à ne pas avoir encore plié le genou face aux Allemands, et de ce fait, dans la lutte contre l'ennemi, c'est eux qui coordonnent un peu tout. En mai 1942, Randall Palmer, le ministre de la guerre économique du gouvernement de Winston Churchill, souhaiterait qu'on prenne des mesures pour attaquer les navires allemands basés dans le port de Bordeaux. On sait en effet qu'à cette période du conflit, des convois en partance de la ville parviennent à forcer les blocus et à acheminer des armes à destination du Japon. Et en retour, par ce même trajet, l'Allemagne reçoit des matières premières essentielles pour son industrie. Or, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une gigantesque guerre économique où il est vital de couper les ravitaillements adverses quand on peut se le permettre. Churchill et Lord Mountbatten, vice-amiral et chef des opérations combinées, valident le projet. Herbert George Hassler, un officier des Royal Marines, est alors nommé pour élaborer le plan visant à attaquer le port de Bordeaux. Un commando de 12 hommes dont Hassler devra mener à bien cette mission baptisée Opération Frankton. Le 7 décembre, au soir, bien au large, le HMS Tuna, un sous-marin britannique, met à l'eau 5 kayaks. Pour William Ellery et Eric Fisher, la mission est déjà finie, ils rentrent en Angleterre à bord du sous-marin, leur kayak étant endommagé. C'est dommage, on aurait su ça avant, on serait pas parti. Le commando démarre donc sa mission avec 10 hommes au lieu de 12, leur périple commence et les kayaks remontent doucement l'estuaire. Mais au bout de 2 heures de navigation, les premières difficultés apparaissent. Face à eux se dresse une zone de remous avec de très grosses vagues, une zone qu'il faut absolument franchir pour pouvoir continuer la remontée de l'estuaire. Mais la manœuvre est très délicate et très vite un kayak, le Coalfish, manque à l'appel. Ses occupants sont introuvables et tout porte à croire que l'océan les a emportés. Coup de chance, Samuel Wallace et Robert Ewart sont en fait toujours en vie, ils ont pu atteindre la côte au niveau de la pointe de Grave. Bon, leur chance est de courte durée, puisque dans la journée ils sont découverts par les Allemands et capturés. Emprisonnés à Royan puis à Blanquefort, ils sont interrogés pendant des heures par les autorités, mais refusent de divulguer le moindre renseignement. Selon la directive commando instaurée par Hitler pour ce genre de cas, ils ne sont pas des soldats mais des terroristes et doivent être exécutés sur le champ, ce que les Allemands font 3 jours plus tard. Mais revenons au soir du 7 décembre. Il y a donc 4 kayaks et 8 hommes qui ont franchi la première barre de remous, quand soudain, rebelote, des remous se présentent face à eux. Une nouvelle fois la traversée est très compliquée et une nouvelle fois un équipage en paie les frais. Le Conger vient en effet de se retourner et ses 2 occupants sont désormais à l'eau. Chacun d'eux s'accroche au kayak de leur partenaire et la progression se poursuit telle quelle. Mais très vite le major Hassler, le chef du commando, constate que leur navigation est très fortement ralentie et de plus les 2 hommes tombés à l'eau commence à être épuisé. Et pour rappel, on est au mois de décembre, donc l'eau on ne peut pas dire qu'elle soit très chaude. Hassler, qui a reçu la consigne de privilégier la mission coûte que coûte, doit alors prendre une décision très difficile, abandonner ces 2 hommes à leur sort et leur souhaiter bonne chance, en espérant qu'ils parviendront à rejoindre le rivage. Mais il n'en est rien, le caporal George Sherd disparaît dans les eaux atlantiques et son corps ne sera jamais retrouvé. Le corps de David Moffat est lui découvert quelques jours plus tard sur une plage de l'île de Ré. Une nouvelle fois amoindri, le commando poursuit sa route. Très vite, un nouvel obstacle se dresse devant eux, le môle du Verdon, ainsi que 4 navires allemands ancrés à côté. Les 3 kayaks se séparent afin de maximiser leur discrétion et éviter ainsi de se faire repérer par les nombreuses sentinelles allemandes. Finalement, l'obstacle est franchi sans encombre et les 3 embarcations poursuivent leur route, toujours en suivant la même procédure, en naviguant la nuit et en se cachant le jour. Tout semble se dérouler pour le mieux, même si le Crayfish et le Catfish, regroupés depuis un bon moment, sont sans nouvelles de l'équipage Cuttlefish. Est-il plus en amont, est-il plus en aval? Ils en ont aucune idée. La vérité qu'ils ignorent, c'est que l'équipage Cuttlefish est lui aussi hors course. En effet, alors qu'ils venaient d'atteindre le bec d'Ambès, leur kayak heurte un obstacle sous-marin et coule. Les 2 hommes parviennent à sortir de l'eau et réussissent à se replier jusqu'à Cessac, où un couple de Français les cache. Ils cherchent alors à gagner l'Espagne, mais le 28 décembre, près de la Réole, ils sont arrêtés par la gendarmerie française. Cette dernière les remet aux autorités allemandes qui les emprisonnent à Bordeaux.
Nous sommes de retour au 11 décembre 42 et il n'y a donc plus que 2 kayaks et 4 hommes pour mener à bien la mission. Et celle-ci est proche de toucher au but puisque le soir du 11 décembre 42 vers 21h, les 2 kayaks entrent enfin dans le port de Bordeaux. Le Catfish se dirige alors vers les quais de la rive gauche, le Crayfish s'occupe lui des quais de la rive droite, les 4 hommes fixent des charges explosives sur différents navires et se retirent. Le lendemain, à 7h du matin, le feu d'artifice commence et les explosions s'enchaînent. 2 cargos sont coulés, 2 autres sont très sévèrement endommagés et 2 autres plus légèrement. Bref, le commando a infligé pas mal de dégâts et pour l'anecdote, sachez que même les pompiers ont fait leur part du boulot, puisque sous prétexte d'éteindre les incendies, ils inondaient en fait les navires avec leurs lances et contribuaient ainsi à les faire chavirer plus vite. Et nos 4 saboteurs britanniques pendant ce temps-là, eh bien ils sont déjà très loin puisqu'ils sont repartis avec leurs kayaks, bien aidés par le courant. Ils s'arrêtent près de la ville de Blaye où ils coulent leurs embarcations et pénètrent dans les terres afin de mener à bien la dernière phase de l'opération, leur extraction. Pour cela, ils doivent se rendre à Ruffec, à 130 km de là, et pour plus de sécurité, ils se séparent de nouveau. L'escapade de l'équipage Crayfish tourne cependant bien court, puisqu'après seulement quelques kilomètres, ils sont repérés près de Montlieu-la-Garde, dénoncés et arrêtés. Les Allemands les enferment à Bordeaux, où quelques jours plus tard, ils seront rejoints par leurs 2 camarades précédemment évoqués. En janvier 43, les 4 hommes sont transférés à Paris, et le 23 mars 43, après des semaines de torture, ils sont tous les 4 exécutés. De son côté, l'équipage Catfish parvient à atteindre Ruffec. Ils entrent en contact avec la résistance qui va leur permettre de s'échapper via différents réseaux, notamment celui d'une certaine Marie Lindell. Elle a son réseau, j'ai mon réseau, mon beau-frère a son réseau, on a tous un réseau, mais on mélange pas. Après un périple qui dure des semaines, ils parviennent finalement à atteindre Gibraltar le 1er avril 1943 et de là repartent pour l'Angleterre. Au final, l'opération se termine avec seulement 2 survivants sur les 10 hommes présents au départ dans le commando. En termes de dégâts, l'opération Frankton est un succès. Certes, le commando a joué de beaucoup de malchance et aurait pu subir moins de pertes, mais c'est justement le danger dans les missions commando. Les hommes sont des volontaires surentraînés, la capture ou la mort sont hautement probables, et cela fait partie des risques qu'ils acceptent, et c'est ce qui met encore plus en valeur l'action de ces têtes brûlées. Il est important de se souvenir de l'héroïsme et du sacrifice de tous ces hommes qui, à leur échelle, ont contribué à notre libération. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode sur une opération secrète. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est important pour le référencement, et n'hésitez pas à partager la vidéo. On n'oublie pas de mettre un pouce, on n'oublie pas de s'abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.